Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. À 23 ans, elle vient de vivre une grande aventure, dont elle dit qu'elle en ressort avec tout plein de rêves et se projette déjà sur une autre. Enfin, ça, ce sera en 2028. Il y a quelques jours, celle qui fut championne du monde junior en 49er FX en 2023 a gagné ses galons de navigatrice hauturière en achevant The Ocean Race Europe à bord de la Grande Mapei. Elle a laissé un message très long, mais très touchant sur ses réseaux, comparant ces quelques semaines à un condensé de vie. Ivre de merci, elle a aussi beaucoup donné. Cette sudiste experte de la régate inshore et étudiante en masters en business international à Paris-Dauphine, s'il vous plaît, est allée se frotter à l'âpreté du large, a écouté ce qu'on lui a dit, beaucoup, a appris des autres, énormément, et son toucher de barre, son sens hors pair de la tactique et son tempérament ont fait le reste. Elle a assuré. Et finalement trouvé sa place dans cette folle épopée. Ses yeux bleus pétillent, son sourire est franc. Dans sa tête, il y a aussi Los Angeles, en 2028. Manon Père est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Manon. Bonjour Hélène, merci de me recevoir et bonjour à tous aussi. Avec grand plaisir, on est super contents. Alors, on va quand même parler de l'actualité chaude, même si l'idée, c'est bien sûr de dérouler ton parcours, mais c'est vrai qu'on a alors moi particulièrement parce qu'évidemment je l'ai lu en long, en large et en travers pour préparer ce podcast, mais il était à l'attention des gens qui regardent tes réseaux. Ce message que tu as laissé, à l'attention de ton équipe et quand je dis ton équipe, c'est ton équipage, mais aussi toute l'équipe qu'il y avait, autour, était tellement touchant et ça se termine, si j'ai bien retenu, mon petit cœur de 23 ans est comblé, tout plein de rêves et d'envie et envie d'inspirer. Merci, merci, merci. On est comment quand on ressort d'une expérience comme celle-ci, à savoir The Ocean Race Europe, quand on déboule, de la voile olympique et du 49er? On est comment là? Et bah là, je suis sur un petit nuage. Ça fait 3-4 jours que je suis rentrée du Monténégro et c'est vrai que j'ai un peu de mal à atterrir. Je ressens un peu de tristesse quand même que cette aventure soit terminée et j'ai vécu un truc formidable. Voilà, si j'ai écrit ce message sur les réseaux, c'était vraiment pour transmettre les émotions intenses que j'ai ressenties. Enfin, c'est même pas dire merci comme ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi et j'ai envie de le transmettre. Et en fait, enfin, ce que j'ai découvert avec cette aventure, c'est de la compétence, beaucoup de compétences, tout d'abord, de par les marins avec qui j'ai navigué. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin de refaire leur CV, mais naviguer avec Thomas Ruyant, Morgan Lagravière et Ambrogio Beccaria, c'était formidable. Pour une première expérience du large, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ça existe pas dans les plus beaux des rêves qui puissent exister, ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'était génial. Et après, aussi j'ai découvert beaucoup de compétences dans toute l'équipe quoi, l'équipe,
En fait, c'est pas juste, 4 marins sur un bateau et une personne qui fait les photos, c'est 15-20 personnes qui bossent derrière, qui sont à fond dans le projet et il y a une vraie émulation. Voilà, il y a un sentiment d'appartenance, presque une famille, à l'issue de ces 5 mois de collaboration avec eux et on est passé par tous les états, voilà Oui, pour c'est ce que tu dis dans ton message, hein, parce que j'aime bien, on va évidemment, on reviendra sur comment ça s'est passé, comment tu as intégré l'équipe et cetera, mais ce message, il est fort, je trouve et c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on commence avec. Effectivement, il y a évidemment les merci, il y a, cette intensité, dont tu parles, mais il y a aussi des mots comme, brutal, puissant, il y a eu des très bas, il y a eu des hauts. Comme tu dis, c'est un condensé de vie, c'est vraiment ça, hein, ce qui ressort de ce message et de cette aventure. c'est vraiment ça et j'avais déjà cette sensation, après avoir fait ma première course en IMOCA, du coup, la course des caps, qui avait duré 5 jours parce qu'elle avait été, un peu arrêtée prématurément, mais on pourra y revenir parce qu'on a eu une avarie sur le mât, sur la course des caps et en fait, déjà sur ces 5 jours, j'avais l'impression d'avoir vécu, une vie entière et là, de vivre l'aventure pendant 1 mois et demi autour de l'Europe, de voyager, de rencontrer des personnes formidables, en fait, ça m'a fait des émotions incroyables dans le corps, quoi, et je pense que j'ai jamais ressenti ça avant et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce message qui vient du fond du cœur et c'est super difficile de dire ce qu'on ressent avec des mots, mais je pense que c'est important. Et puis même plus tard, relire ce message et se dire: «Ah, c'est ça que je ressentais. Est-ce que c'est pas ça finalement, la vie et ce qu'on peut rechercher?» Peut-être, ce genre d'émotion. Et puis moi, ce que je trouve, fort et touchant, c'est d'arriver à le dire justement. C'est pas toujours facile d'arriver à dire, ce qu'on ressent et puis d'arriver à le dire, aux autres, en gros qu'on les aime, qu'on a vécu un truc formidable et qu'on les aime. C'est un peu ça l'histoire et qu'il Mais tout y à a un fait ça. il y a un truc entre vous qui sera, pour toujours. Donc je trouve ça assez touchant de voilà, d'avoir, cette franchise de le dire et cette simplicité, surtout. Tu trouves que, même si c'est tout frais encore évidemment, ça t'a changé comment Manon, cette expérience? Waouh, alors c'est une question, je pense qu'il me faudra un peu plus de recul pour pouvoir y répondre. Oui, je sais, mais j'aime bien Mais poser des questions, reloues, tu sais? mais ça m'a changée dans le sens où en fait, ça donne envie de poursuivre, des choses aussi grandes que ça dans la vie. Et j'avais déjà eu, ce genre d'émotion sur des compétitions, voilà, on est dans le dur, on est dans le stress, on fait des mauvaises manches et on passe par des moments très bas et puis après on va finir par, peut-être gagner un championnat et là, ça va être des moments très hauts et en fait, de vivre ces moments à forte émotion, ça me donne envie de les poursuivre toute ma vie et de se remettre dans l'intensité, se remettre dans la difficulté et voilà, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix et je crois que j'ai envie de poursuivre ça. Tu crois que ça tu as l'impression que ça a changé forcément régatière aussi, que tu es, la navigatrice que tu es? Oui, je pense que ça va me permettre de prendre, beaucoup plus de recul sur, ma pratique en forti. Là, bien sûr, c'est le projet principal parce qu'en fait, je me rends compte que la voile, c'est pas que ça, c'est pas que le 49er, c'est pas que, notre tout petit monde et notre petite équipe et cetera. C'est beaucoup plus large et qu'on peut faire du bateau aussi ailleurs. Donc je pense que ça peut permettre de relativiser, en fait et de se dire que, peut-être si ça marche pas là-dedans, ça peut marcher ailleurs et il y a de la compétence qui est transférable. Voilà. Bon, et ben, évidemment, on y reviendra, tout à l'heure de comment cette aventure a commencé puisque tu parles de 49er, hein, je sens qu'il y a je crois savoir qu'il y a comme une sorte de 49er connection, hein, avec, Morgan Lagravière C'est qui vrai. s'est fait, mais on y reviendra. On va repartir du début. J'aime bien vous poser cette question-là, mesdames. Ça a commencé comment ton histoire d'amour, avec la mer, Manon? Parce que quand on est né à Neuilly-sur-Seine, c'est pas une ultra évidence, hein, de se dire que ça va être ça. Même si je crois qu'assez vite, il y a Marseille et il y a le sud. Comment ça commence cette histoire? Alors cette histoire, elle commence, grâce à mes parents, forcément un peu. On a rapidement bougé dans le sud, j'avais 3 ans, voilà et il se trouve que mes parents ont fait tous les 2 de la voile. Ils se sont rencontrés grâce au bateau.
Mes grands-parents sont aussi, passionnés de voile, des 2 côtés. On a un bateau et cetera. C'est Et donc ligné. c'est assez naturellement qu'à 5 ans, j'ai fait mon premier stage d'optimiste à Annecy, sur le lac d'Annecy et avec mon frère jumeau. J'ai un frère jumeau qui a une grande place, dans ma carrière de marin. Donc Comment il voilà, on s'appelle avait ton frère senti jumeau? il s'appelle Théo. Théo? Très bien. Théo qui fait, aujourd'hui du laser, à haut niveau et qui vise aussi les Jeux olympiques de Los Angeles. Et du coup, pour revenir au début, bah, forcément avec un frère jumeau, on se tire la bourre un peu tout le temps et voilà, on s'est rapidement inscrit au club de La Ciotat. Moi, j'aimais pas trop la compétition en voile, je préférais la compète en gym et je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, j'ai changé d'avis, j'ai dit: «Bah, je veux aller battre mon frère» Ah, et voilà et du coup, tu sais vraiment pas ce qui s'est passé? Il a pas dit un truc qui t'a je agacé ou? je me souviens pas. J'aimerais bien me souvenir, mais je me souviens pas de la phrase, voilà et du coup, bah, on a commencé tous les 2 la compète à 9-10 ans et on est rapidement allés au club L'Appel Marseille, Oui. en optimiste et là, bah, c'est là que ma mon histoire d'amour avec, la voile a vraiment commencé. Ça a commencé surtout par, des super moments avec des super copains dans une, super équipe d'optimistes. Voilà, on avait un coach, qui s'appelait Sylvain Notonnier, qui était génial et qui nous a transmis sa passion à toute l'équipe qu'on est et aujourd'hui, bah, on est tous encore en train de faire de la voile donc je pense qu'il a bien réussi, sa transmission et après j'ai suivi le parcours assez classique. Donc j'ai fait de l'optimiste, je suis passée en laser, laser 4.C puis laser radial. Radial, À ouais. l'époque, ça s'appelait encore laser. Là, j'ai fait, 2 ISAF, donc c'était, un championnat, où le meilleur français, française dans sa catégorie est sélectionné. Donc j'ai commencé à me dire que, bah, la voile, ça me plaisait bien et que je me débrouillais pas trop mal et tout naturellement, en passant, sur les études supérieures, bah, c'était impensable, d'arrêter et je voyais ces petits 49ers FX, en rabais. Je trouvais que ça ressemblait à des libellules et moi Ah, aussi c'est j'avais tellement envie ça. d'aller Mais faire, oui, c'est des libellules. Ouais. moi aussi j'avais trop envie d'aller faire de la libellule avec eux et du coup, j'ai postulé au pôle France de Marseille et là j'ai commencé le forti avec, Clara Staminger Ouais. et là on a fait, 4 superbes années, de voile. C'était pas facile au début, forcément, bah, voilà quand on passe, du de faire du laser, au lycée à vraiment, faire du haut niveau et faire quasiment ça, bah, voilà, on pense forti, on mange forti et cetera. Bah, il y a une grosse marche et petit à petit, bah, on a réussi à voilà, à progresser, à apprendre. On est parti de loin parce que vous mettez, 2 filles qui n'ont jamais mis les pieds sur un skiff, une qui vient du laser, une qui vient du 420 sur un skiff. Au début, ça dessale tout le temps et ça pendant des mois et ça casse On et pense à Sarah Steyer et Charline Picon aussi, hein, qui avaient exactement, exactement. Donc c'est assez ingrat mais en fait, c'est formateur. Et nous, on avait une petite devise avec Clara, c'était, on disait qu'on voulait déplacer des montagnes et pour tout faire en fait, pour trouver des partenaires, pour progresser et pour atteindre nos objectifs qui étaient clairement, bah, un podium sur le mondial jeune, dans les 4 prochaines années et pouvoir, être actrice, de la sélection aux Jeux de 2024 et je crois qu'on a plutôt réussi ce pari. Alors on l'a pas réussi toute seule parce qu'on a eu la chance d'être petit à petit intégrée dans les groupes des grandes, en FX en fait. Voilà, les coachs, nous faisaient monter, de temps à autre sur des stages et cetera. Donc on a pris énormément d'expérience, avec les seniors et en 2023, et bah, là, on a gagné le championnat du monde et ça, c'est fondateur dans une carrière, sportive et je dirais que ça donne énormément de confiance en soi pour la suite et ça nous rappelle, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et puis quand il y a des moments un peu durs, derrière, des compétitions où on passe un peu à côté et cetera, bah, c'est toujours agréable de pouvoir, se dire qu'on peut se reposer là-dessus. Alors forcément, on veut toujours aller chercher plus, mais ça donne quand même un petit coup de boost, quand ça va pas et puis aussi, bah, c'est quelque chose qui ouvre, des opportunités, heu et ça, bah, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui s'est passé cet été, je pense que forcément le titre de championne du monde, joue dans la balance. forcément, c'est une ligne qui fait bien sur le CV d'un Ouais, seul. Ça dit c'est quoi ça. de toi, Manon, quand tu dis que, avec,
Clara, ton équipière, vous aviez envie de déplacer, les montagnes. Ça dit quoi de ton caractère? Et bah, ça dit qu'on était pleines d'énergie et ça, je pense que les gens qui me rencontrent le diront. Pleine d'énergie et aussi, travailleuse. Voilà, moi, j'ai ce côté, assez travailleur, assez sérieux, un peu dans tout ce que j'entreprends et je me suis toujours dit que, bah, si on se donne les moyens, pas de raison qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire et donc déplacer des montagnes, bah, c'était, clairement se donner les moyens, pour y arriver donc Et ça passait par quoi? Ça voulait dire quoi? Aller chercher un coach, aller chercher des sous, c s'entraîner en même temps qu'on faisait des grandes études, ça passait par quoi? alors c'était là, c'est cette phrase-là, moi je l'utiliserais plutôt dans le cadre d'aller chercher des partenaires pour Ouais. ensuite mettre en place le projet qui me ressemble, qui nous ressemble, voilà et après, bah, déplacer donc trouver des partenaires pour ensuite progresser sur tout vraiment les aspects de la perf pure, que ce soit du mental, du physique et cetera. Quand on est toute jeune comme ça et qu'on veut aller déplacer les montagnes, alors aussi sur l'eau et sur les podiums, comment on va se vendre, auprès des partenaires? Tu as fait ça? On gratte comment aux portes, ça se passe comment? Alors moi, je dirais que ma marque de fabrique, c'est un grand sourire. Je sais pas si ça marche toujours, ça n'a pas toujours marché d'ailleurs. Mais en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un, assez humain et je suis passionnée par ce que je fais, donc j'ai envie de le partager. Je suis trop Ça se heureuse voit de sur ton visage, hein, je le dis à nos auditeurs, auditrices. Moi, je te vois évidemment et il y a un truc de voilà qui se dégage, oui, ça on sent qu'il y a beaucoup de passion derrière tout ça, hein. ouais. Donc voilà, comment on fait pour déplacer les montagnes devant les partenaires? Bah, on leur fait un grand sourire, on leur montre à quel point on est passionné par ce qu'on fait et ben, on essaye de les embarquer parce que forcément, c'est pas que dans un sens et j'en ai encore plus pris la mesure, là, en étant intégrée, sur l'équipe de TRR et avec ma paye, cet été, à quel point on peut partager en fait, une aventure avec des partenaires. Quand tu parles, de temps en temps, on a pu aller faire des stages avec les grandes, j'adore quand tu dis ça. Tu nous racontes un peu justement comment ça se passe d'être avec les grandes et d'aller, chercher l'expérience, d'aller observer, de partager avec, les aînés? Et bah, ça commence par poser beaucoup de questions. Alors au début, il y a toujours cette petite peur: «Oh, est-ce que je suis légitime à aller poser cette question?» et cetera. Et là, Mais tu on rapidement parle de Charline et Sarah, par exemple? alors au tout début de l'histoire, Sarah et Charlie n'étaient pas encore forcément Oui, oui, dans la boucle. dans la Mais boucle. par contre, bah, là, du coup, je vais arriver à l'année 2024 où avec Clara, on a été alors on n'a pas eu le statut officiel, mais on a été tout comme partenaire d'entraînement avant les Jeux, de 2024 sur la préparation finale, donc de mars à juin et là, en fait, enfin, c'était génial. Je pense que si tu en parles à Sarah et Charline ou si tu en parles à Mathilde et Aude, bah, on a eu une vraie équipe qui s'est formée et qui s'est mise, tout au service de la performance et on est allé beaucoup plus loin dans le détail que tout ce qu'on avait fait auparavant parce qu'on avait le temps, on avait 3 bateaux qui étaient là pour tout tester, en long, en large, des dérives, des voiles, on a essayé de faire des compositions de bateaux identiques avec un autre bateau témoin et se dire: «Bah, là, si on change telle petite chose, ça va changer ça» et cetera et on est allé vraiment dans la précision avec ces 3 équipages et on avait aussi un super staff autour. Sarah et Charline s'étaient vraiment bien entourées et nous, on a pu en profiter et beaucoup progresser, à travers ça. Mais du coup, c'était vraiment fort de voir, la force du collectif et c'est vrai que tout au long de la préparation olympique, c'est plus difficile de voir ce collectif-là parce on a tous un côté où Bah, tu as où la voilà, concurrence chacun aussi à un moment, de toute voilà, façon, il forcément. y a de la concurrence et en fait, à partir du jour où où la sélection olympique a été annoncée, il y avait plus de concurrence et il y avait juste l'envie d'amener les filles à la médaille et en fait, ça c'est bah, finalement, on a réussi le pari à la fin et c'était génial de travailler comme ça. Et justement, ces échanges, là, ils ont été riches et ils sont riches à quel point? Ils sont riches, bah, déjà de manière juste technique, purement technique. C'est que, voilà, il y a plein de choses qu'on a apprises et qu'on va garder et qu'on va remettre en place, sur la suite du projet en FX et après ils sont riches aussi parce qu'on a l'impression de faire partie, un peu de cette médaille et aussi parce que c'est une aventure humaine avant tout et je pense que je vais en reparler aussi dans le podcast mais voilà, l'humain,
l'humain, les émotions que tu partages avec les autres, finalement, c'est presque ça le plus fort et le plus important, en tout cas pour moi, qui nous permet de tenir sur la durée et de savoir pourquoi on fait ça. Et alors, est-ce que tu as pleuré quand elles sont montées sur le podium à Oh Marseille, là là, les quelle question! mamas? La petite histoire, c'est que je les vois monter sur le podium et en fait, moi, j'étais commentatrice sur les navettes spectateurs aux Jeux de Paris. Donc tous les jours, j'étais à Marseille sur l'eau en voyant les manches et j'avais un badge, une accréditation pour aller dans les endroits, un peu secrets Secret. et les filles descendent du podium. Elles sont envoyées, derrière la foule pouvait plus les voir et moi avec mon accréditation, bah, j'ai couru, je suis passée et je suis allée les voir derrière un grillage et là, elles étaient en bas de la butte. J'ai appelé: «Ah Sarah, Charline!» Elles sont montées avec leur médaille. Ça faisait 2 minutes 30 qu'elles l'avaient dans la main et là, je me suis mise à pleurer. Ah, J'ai c'est dit: «Mais génial. c'est trop beau, mais c'est génial, mais je veux faire la même chose» et cetera et c'était trop chouette comme moment et c'était aussi un moment un peu intimiste parce que j'étais toute seule là avec mon accréditation, derrière mon grillage. «Les filles, bravo!» Ah, et c'est voilà, beau. ça on se dit que, bah, ouais, on veut y arriver aussi. Ouais, c'est bien, ça motive pour, voilà, ça Ouais. donne des ailes aussi pour plus tard. Est-ce qu'on peut, avant de continuer à dérouler, parce que tu l'as dit, un peu vite, je l'ai dit un peu vite, mais effectivement, en 2023, il y a quand même ce titre de championne du monde, junior avec, Clara Stemdinger justement. Tu nous replonges dedans? Tu nous Ouais, replonges dans ce mondial, d'ailleurs, avant que tu nous replonges dans ce mondial, à ce moment-là, tu es déjà en études supérieures. oui. Bah, Ah, ça aussi, tu vois, j'aimerais bien doucement. savoir comment on gère tout ça, parce que c'est pas rien non plus les études que tu t'es choisies dans une université qui est quand même, une université de Top Gun, hein. On commence par quoi? Les études ou le championnat? Bah, les études, voilà, comment tu gères Ouais. en fait ces 2 choses-là à ce moment-là aussi, quoi? Ouais, bah, bon alors moi, faut s bon, je vais répondre à la question études. J'ai toujours été, une assez bonne élève, voilà et pour moi, quand j'ai dû faire le choix, enfin pas faire le choix, mais quand j'ai décidé de faire du haut niveau, je voulais pas que ce soit au détriment de mes études. Donc j'ai cherché une formation qui permettait d'allier à la fois, sport de haut niveau et études de haut niveau dans une certaine mesure et j'ai trouvé la formation Dauphine Talent à Paris. Donc c'est une classe, qui était réservée aux artistes, aux entrepreneurs et aux sportifs et donc là, bah, je suis rentrée à Paris Dauphine, dans cette classe et en fait, c'était génial parce que j'ai rencontré plein de personnes absolument passionnées par ce qu'elles faisaient et bah, on Dans des avait domaines plein de choses différents, en dans l'occurrence. des domaines très Mmh. différents. Voilà, il y avait, du chant lyrique, il y avait des gens qui faisaient de la comédie, il y avait des acteurs, il y avait des gens qui faisaient du hockey sur gazon, enfin vraiment, il y avait de tout. Il y avait des entrepreneurs et en fait, bah, c'est hyper riche d'échanger avec ces gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et voilà et je vais pas vous cacher que ça a été quand même très dur. C'est des études qui sont vraiment exigeantes. On a exactement le même diplôme que les gens qui font, Dauphine, normal. Juste on fait la licence en 4 ans au lieu de 3. Mais c'est exactement le même diplôme avec, des aménagements au niveau de l'emploi du temps, mais aucun aménagement sur, heu, sur les partiels Les qu'on passe. partiels, On a ouais. Mmh. exactement les mêmes examens que tous les autres étudiants. Donc là, c'était une vie à 100 à l'heure. C'était, je vais à l'entraînement, OK, il est 17:00, là je rentre, je sais que j'ai 4 heures de boulot qui m'attendent. Je vais me coucher à 22:00. Demain matin, je mets le réveil à 7:30 et puis à 8:00, je suis au boulot et c'était ça pendant 4 ans. Donc c'était très intense, mais en fait, quand on le fait et qu'on est à fond, on se rend pas trop compte, de la folie du truc et c'est un peu quand on arrête qu'on apprécie de pouvoir prendre un peu de temps pour soi. Mais en fait, ouais, moi j'avais ce besoin de je détestais les moments où je faisais rien et j'avais ce besoin de toujours avoir envie d'être productive d'une certaine mesure, de faire quelque chose, utile. Je vais apprendre, je vais et ça m'a un peu guidée pendant toutes ces années à Dauphine et là, maintenant, je suis en année de césure jusqu'en septembre 2026. Mmh mh. Donc l'idée, c'est de me donner 1 an pour faire, de la voile à fond et heu et voilà, là, je suis en plein dedans. Et donc
parallèlement avec ce rythme fou, il y a donc ces 4 ans hyper intenses, donc côté mer aussi et sur l'eau aussi, jusqu'à cette année 2023 où il va y avoir ce Ce titre, fameux titre. Ouais. heu, parce que c'est pas rien, il y en a pas 36 000, hein, des Françaises, et Français champions du monde, hein, faut quand même le faut quand même le préciser. Donc ça reste quelque chose, d'exceptionnel, de toute façon et de grandiose. Heu, Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et ben ça s'est passé, c'était dur. C'était une semaine, très, très forte en émotions, mais c'est une semaine qu'on avait quand même bien préparée, Ultra bien préparé. voilà, ultra préparée, avec le coach, voilà, avec David, on était arrivés sur le plan d'eau, 2 mois avant, bien avant tout le monde, on était les premières sur le plan d'eau et avec Clara, bah, on avait beaucoup, échangé sur nos besoins mutuels. Qu'est-ce que de quoi elle avait besoin de quoi elle avait besoin, de quoi moi j'avais besoin et comment est-ce qu'on pouvait se compléter toutes les 2. Et en fait, on arrive sur ce championnat sans penser qu'on va être championne du monde à la fin. Voilà, on n'a pas forcément de prétention. Par contre, dès que le championnat commence, tout s'enchaîne à merveille. Je crois qu'on gagne, le premier jour, on doit gagner 2 manches et faire une manche de 3. Là, on se dit: «Bon, ça se passe bien» et en fait, les jours s'enchaînent et on allait vite, on prenait des bons départs et en fait, on était tout le temps devant. Je crois que c'est la première et la seule fois d'ailleurs de ma vie où ça m'est arrivé, où tout s'enchaînait si bien. Et par Maîtrise contre parfaite de la libellule. exactement. Je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, ça tout s'enchaînait à merveille. Par contre, il y avait quand même, bah, petit à petit, un stress qui montait parce qu'on voyait que les résultats étaient bons et en fait, j'avais pas envie, bah, de tout perdre et de passer à côté de ce titre-là. Donc jour après jour, je sentais un peu le stress qui venait et qui petit à petit me prenait un peu, aux tripes, quoi. De Et l'énergie aussi, j'imagine? ouais, c'est ça et c'était presque un stress, qui en est devenu physique, mais que petit à petit, je parle plus tard, dans le temps sur des moments, de stress importants, j'ai appris à reconnaître et à maîtriser. Et du coup, c'était la première fois que je ressentais, ce stress-là, qui était vraiment physique et j'avais besoin, bah, voilà, j'avais besoin le matin, il fallait que mes émotions sortent, quoi. J'avais besoin de pleurer parce que j'étais tendue et je voulais que ça se passe bien et en fait, bah, ça m'a pas du tout paralysée, sur la régate. Bien au contraire, on a réussi à continuer sur notre bonne lancée et à la fin, quand on gagne, bah, c'est magnifique. Alors on n'a pas réalisé tout de suite qu'on avait gagné. Le dernier jour était très dur parce qu'en fait, on part sur l'eau, on fait une première manche, on fait une manche de 5, bonne manche, on prend pas de points en trop, on est contente avec ça. Et là, le vent tombe et le comité de course décide de nous garder sur l'eau. Et l'horaire limite était à 15 heures. Et ça faisait déjà 2 heures qu'on attendait sur l'eau. Ah, Il était 14h50 ou 14h55. Là, on se dit, il reste 5 minutes. Ça fait 2 heures qu'on est sous aperçu. Ils vont pas envoyer maintenant. eh bien Et là, si. 14h55, pavillon orange, départ. Là, on se dit, mince, il faut se remettre dedans. Faut se remettre dedans. Ah ouais, Ça ouais, ça faisait déjà 2 heures mmh. qu'on attendait. On était stressés parce que voilà, on savait qu'il en restait qu'une et on savait pas si ça allait partir ou pas. Et là, 5 minutes avant l'heure limite, ils envoient, le pavillon et on se dit: «Mince, faut y aller». Donc on y retourne et tout et Comment tu te remobilises? Juste petite question dans ces moments-là. Moi, c'est un truc qui m'a toujours épaté chez vous, hein, d'être alors je me capable souviens d'attendre des heures et puis d'être capable de switcher en rien du tout pour se remettre dans la compète. je me souviens que déjà pendant les 2 heures d'attente qui étaient assez difficiles à vivre, on jouait au petit bac. Ça nous permettait de se détendre un peu. Donc on était sur Zodiac et puis on faisait, des petits bacs géants. C'était marrant. Et du coup, bah, là, avec Clara, qu'est-ce qu'on fait? On se check dans la main et on se dit: «Bah, c'est parti et on va donner tout ce qu'on Et a». ça va être pour nous. Ouais et rapidement, bah, on se remet, OK, elle est où la bouée? Il est où l'axe du vent? Les sensations, on relance le bateau, machin et puis on se remet juste dans factuel. Qu'est-ce qu'on a à faire? On va faire simple. On va se ramener à nos sensations, à notre bateau, à la ligne de départ et puis on se met pas. Et là, donc ils envoient ce fameux pavillon de signal de préparation et en fait, à 30 secondes du départ, ils envoient un aperçu pour annuler la procédure avec aperçu sur A. Ce qui veut dire fin du championnat. Fin du Et nous, en championnat. fait, on n'avait pas vu l'aperçu sur A, on comprenait pas et tout. Et là, il y a c'était une Allemande qui vient nous voir, elle nous dit: «Congratulations girls!» On regarde: «Quoi?» Elle dit: «C'est annulé!» Et là, mais c'était fou.
C'était fou et on était trop heureuses et en fait, on l'a même pas vu venir parce qu'on était vraiment dans notre procédure de départ et là, bah, on a sauté dans l'eau, on s'est checké et puis on se disait: «Mais tu te rends compte Clara? On est championne du monde, mais tu te rends compte?» Et puis pendant tout le moment, on est rentré à terre au remorquage. On était en boucle sur: «On est championne du monde» et après, bah, c'était de l'euphorie. Franchement, de l'euphorie pendant 5-6 heures derrière, on comprend plus rien à ce qui se passe, il faut ranger le bateau, mais on est là, on discute avec tout le monde, on rigole, nanana, on transmet un peu cette joie-là. Le bateau, ça avance pas du tout. Du coup, ça embête tous les garçons avec qui on doit charger. Mais nous, on s'en fout parce qu'on est juste trop heureuse de ce qu'on a vécu. Et voilà. Donc c'était vraiment un très chouette moment. Et ça, quand on vit quelque chose de comme ça, de si fort que cela, on est comment juste après? Juste est-ce que, on a envie d'aller grignoter encore plus ou on a un petit moment de pas de déprime, hein, mais parce qu'on n'est pas déprimé, mais un petit moment de vide peut-être, puisque finalement pendant 4 ans on s'est battu pour quelque chose de fort comme ça. Comment tu vis toi ces moments-là? Ah, moi, c'était vraiment l'envie d'aller chercher plus et de me dire, en 2024, il y a une sélection aux Jeux et j'ai envie d'y être. Alors l'histoire a fait que non, nous n'y étions pas et nous étions encore loin de là, mais en fait, on se dit, enfin, on regarde à ce qui se passe après et on a envie d'y aller et comme je disais tout à l'heure, ça donne vraiment un coup de boost, de confiance en soi. Donc on se dit qu'on est capable de tout accomplir et voilà. Mais c'était pas du tout, non, pas de nostalgie, pas de tristesse comme je peux ressentir maintenant Là, après maintenant, après les saisons. l'Ocean Race Europe. Non, là, c'était vraiment, des émotions que des émotions positives et de la fierté aussi. Et la famille, le frère jumeau Théo et les parents et les grands-parents, enfin bref, toute votre famille de marins là, d'avoir, une fille, une sœur, une petite fille, championne du monde de 49er, FX, ça a donné quoi niveau, ambiance et niveau émotion? Bah, ils étaient trop contents, c'est les premiers que j'ai appelés et puis je crois qu'on a un peu tous pleuré au téléphone. «Ah, c'est génial!» Donc c'était chouette et aussi il y a une petite sœur qui fait de la voile, Juliette, qui fait du 420, à Marseille. Donc en fait, on l'a tous partagé et on savait tous ce que ça représentait vraiment, cette victoire. Alors après, il va y avoir, il faut que tu me racontes ça, vous n'allez plus, naviguer ensemble avec, Clara après les Jeux, hein, enfin après 2024, après, Marseille. Mais mine de rien, j'ai l'impression que dans cette période où, vous ne faites plus équipe, il y a des nouvelles choses qui vont se profiler. Il y a un peu de cachallenge qui va se profiler et puis il y a un peu de Ocean Race, qui va se profiler. D'abord, comment est-ce que votre couple se défait déjà, toutes Alors, les 2? avec Clara, on a décidé d'arrêter, au mois de septembre 2024, parce que pour pas mal de raisons et notamment une raison de base, c'est le gabarit. OK. Voilà, il y a en Forti, on dit qu'il faut faire 138 à 140 kilogrammes à 2 filles. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de poids et en fait, on n'arrivait pas à prendre le poids tout simplement qui devait être pris «Oh mais et emmène-moi sur moi, ton le bateau, tu vas voir, moi sans problème, je te fais le poids». Poids mort peut-être, mais donc on n'arrivait pas trop à être au poids et moi, je me suis dit: «De toute façon, j'ai une vraie vision de ce que c'est que le haut niveau en Forti. Je pense avoir une vraie vision de comment est-ce qu'on performe et pour 2028, j'ai vraiment envie d'y être et de mettre en place ce qu'il faut ce que pour. je pense être nécessaire pour aller aux Jeux et là, en fait, ce point-là était un point bloquant et après il y avait d'autres choses où on avait un peu des trous dans la raquette. Donc on a dit, voilà, d'un commun accord, on arrête et moi là, ça a enchaîné sur des mois un peu compliqués où j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une équipière. Ouais. Je me suis demandé, longtemps, mais moi je crois un peu que les choses s'enchaînent et si elles arrivent, elles doivent arriver pour une raison. Puis je me suis dit: «Mais c'est quoi la raison là? Pourquoi je trouve pas d'équipière, C'est quand même un peu long cette histoire» et cetera et ça a duré, 4-5 mois où je trouvais personne pour naviguer avec moi Il y a eu du et en doute à fait, ce moment-là? ouais, ben, voilà, moi j'ai commencé à chercher des stages en entreprise parce que je fais quand même des études, là à Dauphine et bah, je vois tous les copains qui cherchent des stages, qui vont bosser dans des grandes boîtes, qui vont faire de la finance et cetera et donc on se dit: «Bah, est-ce que je dois pas rentrer dans le moule moi aussi d'une certaine mesure?» Et puis j'avais commencé à avoir des pistes de stage et finalement, en mars, heu, mon téléphone a sonné 3 fois
pour 3 projets de dingue. Donc en mars, Mmh. il se trouve que j'avais déjà commencé à renaviguer avec une équipière allemande qui s'appelle Jill Paland et là, on a fait, Palma et hier. Et là, c'était super expérience, toutes les 2. Ça a marché vraiment bien. On a fait 2 mois de nav, on s'est éclatés, on était trop heureuses et trop tristes à la fin de se quitter, mais super 2 mois et pendant ce temps-là, du coup, j'ai, Maïwenn Desfontaines, donc qui faisait du mini avant, qui a accepté de partir en projet en 49er avec moi. Donc là, forcément, c'est, un saut dans l'inconnu parce que, bah, Maïwenn n'avait jamais fait de skiff avant, donc faut tout réapprendre de zéro. Mais j'ai eu un bon feeling avec elle, donc je me suis dit: «Bah, je suis prête à faire le pas et on va apprendre et on va prendre le temps». Et après en parallèle, j'ai eu un appel de Cat Challenge qui me proposait de venir dès la semaine prochaine, naviguer avec eux En ETF 26? en ETF 26. Donc là, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, moi, un jour alors je sais que c'est pas du tout ça pour l'instant le projet, mais un jour je rêverais d'être sur une Women's America's Cup, donc bah, quand Cat Challenge, appelle et propose de naviguer, évidemment que j'hésite pas une seconde et que je dis oui. Et ensuite, il y a eu, le troisième appel qui lui était complètement délirant. En fait, je reçois un message de Morgan Lagravière. Morgan Lagravière, qui me propose de faire, de la course en équipage en IMOCA. C'était ce qu'il y avait écrit sur le message et du coup, j'appelle, mais sans me dire, j'y vais ou quoi que ce soit. Et en fait, là, il me dit, c'est pour faire le The Ocean Race Europe avec Thomas Ruyant. Et là, Pardon? j'hésite pas une seconde, mais je dis un grand oui Alors et dans excuse-moi, je te coupe 2 secondes, Manon. Tu dis un grand oui ou il y a alors ça me réjouit que tu dises ça. Il y a pas un moment où tu te dis: «Suis-je vraiment la personne qu'il faut?» puisque je viens de l'olympisme, a priori, suis-je la personne qu'il faut pour aller faire, le tour de l'Europe sur un IMOCA? Ça oui, ne t alors ça, je me le dis et je me le répète aussi plus tard dans le temps et dans l'histoire que j'ai eue en IMOCA avec eux. Mais mais ça bien t'empêche pas sûr, de dire oui? ça n'empêche pas de dire Ah, oui c'est magnifique. parce que des opportunités comme ça, bah, ça se présente enfin, en fait, ça existe pas. C'est même pas ça se présente une fois dans une vie, c'est ça n'existe pas. Bah, la preuve que si. Et donc là, bah, j'ai rapidement échangé avec Thomas Ruyant, j'ai échangé avec l'équipe et cetera. Je suis montée à Lorient bah, pour voir comment ça se passait. J'ai fait un peu des tests et puis on a décidé de partir, vers le mois de mai. Donc moi, j'ai monté un Forti à Lorient et là, je suis passée en double projet, 49er à Lorient et IMOCA et j'ai découvert, le monde de la course au large comme ça, par la grande porte, directement. Est-ce que Morgan te dit pourquoi il t'appelle toi? Il me dit alors ils étaient particulièrement à la recherche d'une barreuse. En fait, le bateau de Thomas a la particularité de se barrer et d'avoir un vrai gain Quand on quand on barre? barre plutôt qu'on met le pilote automatique. Il fallait une femme à bord et du coup, bah, ils sont venus vers moi. Voilà, ils ont peut-être, je sais pas Alors exactement. c'est vrai qu'on parlait de 49er Connection, on rappelle qu'effectivement Morgan Lagravière, lui aussi, vient quand même, à l'origine, il y a longtemps, vient, aussi du 49er. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, bah, même après, rapidement avec Morgan, enfin le contact est super bien passé. On avait plein de choses à se raconter et puis enfin, Morgan, Thomas, Ambrogio, c'est des gens qui ont vécu le large et qui ont tellement d'histoires à raconter. Donc moi je buvais leurs paroles et aussi ils ont été hyper pédagogues avec moi, enfin voilà, j'ai posé un nombre de questions et puis j'ai reposé 10 fois la même question et puis ils continuaient à me répondre encore une fois et et c'était trop chouette d'apprendre dans cet environnement-là, de se sentir à l'aise, quoi qu'il arrive avec eux pour apprendre. Comment ça se passe les premières navigations justement, au-delà de toutes ces questions que tu peux poser? Hem, Au bout de combien de temps tu vas te sentir bien sur ce bateau qui est loin du bateau que tu as l'habitude de pratiquer ou en tout cas du type de voile que tu as l'habitude de pratiquer? Alors au début, j'étais, bah, vraiment trop heureuse d'être là. Par contre, dans ma tête, souvent, je me disais: «Est-ce que je suis à ma place, quoi?» parce que forcément, juste, on n'a pas la compétence, tout simplement. C'est même pas une histoire de on s'entend bien avec les gens et cetera, mais juste, j'avais pas la compétence intrinsèque et en fait, ça donne qu'une envie, c'est de s'accrocher et c'est de les questionner et c'est de continuer pour être au niveau et c'est le soir quand on rentre à la maison, bah, de regarder des vidéos,
de ressasser les manœuvres qu'on a fait, de faire de la visualisation, et cetera pour progresser comme ça. Et après, bah, c'était un peu, un fil, conducteur qui m'a menée tout au long de l'Ocean Race parce que c'est vrai que j'ai pas la prétention de dire que que je connaissais, comment est-ce qu'on naviguait en IMOCA, donc il fallait tout le temps apprendre et souvent être dans des positions un peu, voilà, je suis pas en position de force, mais en fait, les gars ont toujours cherché à me mettre à l'aise là-dedans et à transmettre. Donc j'ai trouvé ma place avec ça. Et puis aussi, enfin, même chose, là, je parle des gars, des navigants, mais c'était la même chose pour l'équipe technique. Avant les courses, on passe plusieurs jours, par exemple, à la course des Caps, on a passé une semaine, au ponton, au port. Et en fait, là, les gars de l'équipe technique, ils sont tous les jours au bateau et tous les jours, bah, ils sont là pour répondre aux questions, et cetera. Donc, c'est pas, on progresse pas que quand on est sur l'eau, on progresse quand on est en immersion avec l'équipe. Justement, tu parlais de la course des caps tout à l'heure qui se passe pas forcément comme ce que vous aviez, imaginé? Oui, en effet. Alors, ça avait super bien commencé. On a pris un très bon départ. Ça commence dans le petit temps, bonne vitesse, plutôt bonne stratégie. Et puis on rate un peu une phase de transition au bout du 2e jour, il me semble. Donc on est 4e, de cette course des caps et là, il y a un bord de portant qui arrive, heu et là, beh, c'est un bord, incroyable où en fait, on va rattraper tout le monde et on va à 30 plus de 30 nœuds de moyenne, pendant, des heures et des heures et des heures et ça tape et on est tout au nord de l'Angleterre. Il fait froid, c'est la nuit, c'est complètement fou ce qu'on vit à bord. Enfin, surtout pour moi qui voilà, Découvre? qui découvre complètement et là, je me retrouve dans une espèce de fusée sur des foils à 30 nœuds au nord de même pas de l'Ang ouais, au nord de l'Angleterre et là, mais c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue et là, on fait un super portant, on rattrape, on est plus très loin de Massif qui est en tête de la course. On enroule la pointe, nord de l'Écosse et là, je vais me coucher. Je suis en train de dormir et puis je sens que, bon, le bateau va vite, tout simplement et à un moment, j'entends un énorme fracas, du mât, en fait, qui vient de s'affaisser sur lui-même et de s'avancer d'1 mètre dans le bateau Mmh. et là, je sors, en vitesse, du bateau et là, je vois le mât qui est en train de tanguer et qui va tomber et j'entends les gars qui disent: «Oh, le mât va tomber, le mât va tomber». Le mât ne tombe pas. On a cassé le pied de mât. OK et en fait, bon là, moi, j'étais un peu, bah, je savais pas trop quoi faire et cetera donc les gars me disent: «Écoute, tu restes là et puis on gère» et là, démonstration de compétences, de gestion parfaite de crise. Ça, c'est des leçons de vie aussi incroyables où en fait, les infos qui passent, elles sont claires. Il y a aucune erreur qui est faite sur les calls qui doivent être faits. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où le mât aurait pu tomber, où il y aurait pu avoir une petite erreur ou une petite erreur enfin voilà, un mauvais choix qui fait que le mât tombe et en fait non, tout s'est parfaitement enchaîné pour qu'ils arrivent à sécuriser le mât, en quoi? En 30 minutes et on a eu un petit enchaînement de miracles assez fou, voilà, on arrive à déhooker la l'AGV et la drisse se casse, après avoir déhooké, quoi d'autre? On avait pile poil le gasoil qu'il fallait pour rentrer au port au litre près. On a réussi à faire une manœuvre au port, avec des murs de 6 mètres de haut et 20 nœuds de vent dans le port, sans assistance. Enfin voilà, tout plein de choses qui s'enchaînent et en fait ça démontre juste la compétence et l'expérience des garçons quoi, qui ont réussi à gérer ça, mais enfin c'était impressionnant à voir. Ça il y avait tellement d'endroits où ça aurait pu, mal se passer et en fait, bah, ça s'est super bien passé et derrière tout s'est enchaîné parce que l'équipe technique à terre, bah, forcément, ils ont envoyé du monde en Écosse, et on savait qu'il y avait l'Ocean Race Europe qui arrivait dans moins d'un mois. Donc c'était quand même assez La pressé de course contre la ramener, montre, ouais. Mmh. voilà, de ramener le bateau à Lorient et de réparer tout ça et en fait, le soir même, on avait déjà des gars de l'équipe technique qui étaient avec nous en Écosse. Donc assez impressionnant de voir, c'était un week-end, il me semble, de voir qu'en fait,
bah, il y a plus rien qui compte et tout le monde est là pour le bateau, pour la team, quoi. Et c'était trop chouette. Et après, bah, la suite de l'histoire, c'est l'équipe technique qui prend le relais. Heu, voilà, ils arrivent à reconvoyer le bateau à Lorient avec le mât en place. Ils avaient sécurisé, assez impressionnant. Et 15 jours après, et ben, on remet le bateau à l'eau. Tu parles beaucoup, tu dis, les garçons ont». Heu, Tu te sens comment toi dans cette situation-là justement finalement, très nouvelle pour toi évidemment cette avarie que, bah, tu voilà tu prends, tu t'es senti comment à ce moment-là? «Je peux aider mais en même temps j'ai pas envie d'être un poids». Comment on est dans ce Oui, genre de situation? c'est un peu ça, c'est qu'on sent que c'est vraiment chaud et que si on fait une bêtise, on peut faire une très grosse bêtise, pour le coup. Donc moi, je me suis un peu mise en retrait là-dessus. Je préférais laisser les gars, assurer et c'était 100 OK, voilà. Moi, par contre, j'étais là pour faire, la petite main pour Oui, oui, bien sûr. toutes les choses faciles à faire, donc j'étais vraiment en support de surtout ce dont ils avaient besoin. Mais voilà. Non, ça s'est très bien goupillé. Et cette, Ocean Race, Europe, d'être au départ de cette, course-là, pour toi Manon, ça veut dire quoi? C'est, complètement lunaire. C'est-à-dire que, bah, voilà, on débarque, dans une phase de notre sport qui est ultra médiatisée et ça, bah, on n'a pas l'habitude. Ça, C'est c'est quand même sûr. une autre dimension. Aussi une phase de notre sport où forcément, bah, il y a beaucoup de moyens, il y a des grosses équipes qui travaillent et notre performance, elle nous impacte pas que nous-mêmes, notre équipier, notre petit 49er. C'est beaucoup plus gros que ça. Donc on a vraiment envie de bien faire pour tout le monde, pour toute l'équipe et puis, en fait, c'est une espèce d'euphorie de tous les jours parce que pour moi, c'est tout nouveau, c'est hyper impressionnant et je suis trop contente d'être là. Il y a du stress? Non, il y a pas de stress. Bizarrement, pas du tout le même stress que celui que je ressens sur le Forti. Non, je suis sereine. Je suis sereine et puis j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai à faire et je pense que je ressens quand même moins, l'enjeu que quand je suis sur une régate en Forti où j'ai mon objectif de résultat, machin. Là, c'est quand même différent. Il y a pas de stress, non. Tu dis dans ton si joli message, il y a eu des très bas. Ça ressemble à quoi les très bas quand on est sur ce genre de course qui dure longtemps et où on est voilà, plusieurs à bord à devoir naviguer et faire le tour de l'Europe? Bah, les très bas, ça commence par, 1er jour de l'Ocean Race, départ le 10 août de Kiel, où on a une collision avec, Holcim Mmh. et là, voilà, il y a un trou dans le bateau Holcim et nous, on apprend un peu plus tard que la cadène qui tient, le mât est abîmée et donc on n'est pas sûr de pouvoir repartir et en fait, on fait des contrôles ultrasons et cetera et les nouvelles sont de plus en plus mauvaises au fur et à mesure qu'on avance dans la journée et il y a un moment où on se dit: «Bah, ça va peut-être pas repartir, quoi». Et là, c'est un bas très bas parce que l'Ocean Race a même pas commencé. Tout le monde a bossé comme des dingues et peut-être que ça va s'arrêter, dès le premier jour. Donc là, c'est assez dur dans l'équipe. Ben, on est tous un peu moroses, quoi. On a envie d'y croire, mais on n'y croit presque plus et en fait, miracle le lendemain, il y a un plan de réparation. Bah, on répare, on se met au boulot et voilà et c'était trop chouette de voir, dès le soir de l'avarie, tout le monde qui se met au travail. Je crois que jusqu'à 2 heures du matin, on était dans le hall de l'hôtel à appeler, la terre entière, comment est-ce qu'on fait venir, telle chose, telle chose, telle chose et heu et moi, je crois que j'aime bien ces moments un peu de gestion de crise où tout devient flou, il y a plus de cadre, c'est assez puissant. Tu te sens utile dans ces moments-là? Tu sais gérer ces moments-là? Et ben, j'imagine que j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Ouais, chacun, dans de sa petite manière, ouais. Et ça a ressemblé à quoi les moments très hauts? Parce que s'il y a des très bas, c'est aussi parce qu'il y a eu des très, très hauts? Alors les très hauts, c'est une victoire d'étape. Victoire d'étape, de l'étape, Nice-Gênes.
Donc on arrive à Gênes, en première position et là, bah, on est trop heureux pour toute l'équipe. Voilà, Ambrogio est italien, donc forcément de ramener une victoire dans son À pays, la maison, ouais. à la maison, bah, ça a une saveur toute particulière et puis on sait aussi d'où on revient et je pense qu'on savait aussi de quoi on était capable et là, de pouvoir le l'acter, le montrer en montant, sur la plus haute marche de la boîte, c'était génial. C'était génial à vivre et en fait, enfin, par contre, la chose que je retiens, c'est que tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, rien n'est fini. Ça, c'est vrai? Parce que pour la petite histoire, on était, je sais plus si on avait 10-15 000 d'avance, sur Paprec Arkea derrière nous. On allait passer la ligne d'arrivée en pleine nuit et là, à 3 minutes de la ligne d'arrivée, littéralement 3 minutes, on entend plein de boum, 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 boum sous le bateau. On se dit: «Qu'est-ce que c'est?» Et en fait, il y avait une énorme mare de bois dans l'eau et là, on a juste tapé dans une île de bois. Il y a un safran qui a déhooké. Bref, 3 minutes, on est passé de 15 nœuds à 2 nœuds de vitesse, 3 minutes avant la ligne d'arrivée Oh, et l'angoisse. le bateau qui tape de partout dessous. Han! Angoisse. On se dit: «Mais c'est pas possible. Qui est contre nous là? Qui est contre nous?» Et en fait, je sais pas, on arrive à passer en force et à traverser ce tas de bois et à enfin passer la ligne. Mais du coup, on est monté dans un pic d'émotion à 3 minutes avant l'arrivée, je vous raconte pas. Maintenant, il y a des photos de toi, à la barre du bateau pendant cette épopée fantastique. Ouais. Tu ressenti quoi à la barre de ce bateau-là? Et la navigatrice et régatière que tu es, s'est sentie comment à la barre de ce bateau-là? Et bah, Au super large? bien. Ce bateau, en fait, quand il vole, quand il est sur ses foils à plus de 20 nœuds, en fait, c'est comme un dériveur. C'est impressionnant, mais il devient tout léger et on peut lofer, il va agiter comme un dériveur, il va réagir exactement de la même manière qu'un dériveur. Alors bien sûr, quand on plante, c'est un peu plus violent parce qu'on se prend, 500 litres d'eau dans la figure, mais en fait, c'est super léger et il y a vraiment une différence entre barrer le bateau, quand il y a 5 nœuds, 10 nœuds, qu'on avance, à 10-12 nœuds, où là, bah, forcément, ça fait un peu camion, quoi. Enfin, c'est un gros bateau, voilà et quand il se met sur ses foils et là, mais on a la barre, en 49er, quoi. Évidemment, on sait que, il y a les jeux, il y a le 49er et cetera, mais cette expérience-là, dans quelle mesure elle t'a ouvert l'esprit et le cœur aussi, puisque le mot émotion vient quand même si souvent dans ta bouche, pour plus tard, pour après, pour, en plus, c'est une envie de large qui était peut-être pas une évidence, il y a quelques mois, en fait? Non, bah, à l'époque, c'est vrai que je m'intéressais pas trop au large, je suivais le Vendée Globe évidemment, je suivais les grandes courses, mais jamais je m'étais trop dit, Tiens, moi, pourquoi pas? «Je ferai ça». J'avais vraiment, de cet objectif très fort de jeux olympiques et voilà, ça j'ai un peu grandi avec ça et en fait, là, je me dis que j'ai adoré le large et que j'étais trop bien au large, à pas me rendre compte du temps qui passe, «Oh, ça fait 4 jours, 5 jours qu'on est en mer. Oh, bah, je sais pas, je m'en ai pas rendu compte» et en fait, j'étais juste trop bien sur le bateau, quoi. Donc forcément, ouais, ça donne des envies de large. Alors je sais pas dans quel timing, mais en fait, après avoir goûté à ça, bah, je pense que c'est un peu comme une drogue, quoi. On n'a Ouais. pas envie de le laisser partir et voilà, je sais pas où ça me mènera, mais j'ai aussi envie de capitaliser sur cette expérience. Parce que j'ai rencontré tellement de gens, géniaux, de gens, bah, qui ont eu 1000 histoires de vie, qui ont vécu 1000 choses sur l'eau, voilà, tout ça, ça restera pas neutre et j'ai envie d'en faire quelque chose. Alors je sais pas quoi aujourd'hui, mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Souvent, on entend, j'ai beaucoup entendu ça notamment, quand on parlait de la Coupe de l'América où on disait que c'était intéressant de multiplier un peu les supports, pour avoir des sensations, toi dans ton expérience, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement il y a, ces supports olympiques et puis ce support, IMOCA. Comment ça s'est nourri, les 2 et comment, cette expérience-là, elle va te nourrir pour cette préparation, en vue de se sélectionner pour, Los Angeles? Alors c'est, je pense, un peu dur de répondre à la question là, encore une fois, à chaud,
Mais du coup, ça s'est nourri dans le sens où un bateau, ça reste un bateau et un comportement de bateau, des sensations, bah, on arrive toujours à repointer du doigt des choses qu'on ressent et je pense que petit à petit, quand j'ai compris comment un IMOCA fonctionnait, je j'ai réussi à retransposer ça avec ce que je ressentais sur un forti et comment j'aurais, aimé mieux régler un forti et cetera. Après, je pense qu'il f enfin, voilà, mon expérience en IMOCA, elle est quand même relativement courte, donc ça donnerait envie d'aller beaucoup plus loin pour Bien pouvoir, sûr. vraiment avoir la grande image, la grande compréhension de tout ce que ça est. Mais c'est sûr que c'est complémentaire et voilà, quand je vois que j'avais jamais trop fait de nuit au large avant et que finalement, c'est possible de faire, toutes ces régates-là, bah, on se dit qu'il y a le terrain de l'olympisme, est utile. Puis ça nourrit la confiance, j'imagine? Ouais, 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 bah, en fait, on j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus compris comment fonctionne un bateau en général. En fait, c'est vraiment alors c'est facile à dire comme ça: «Ah, je comprends comment fonctionne un bateau». Mais en fait, ça donne plein de petites billes, à plein d'endroits différents et ça se complète aussi avec, mon expérience en ETF Bien sur, sûr. avec Cat Challenge où là, bah, pas c'est un bateau, à foil, un kata où je navigue avec accessoirement Camille Lecointre à la barre qui navigue, voilà, il y a plus besoin de Double la médaillé olympique voilà, en tout 4-7. exactement donc voilà, c'était génial de naviguer avec des gens comme ça et puis avec des gens aussi comme Enzo Ballanger qui vient d'être champion du monde de motte, De motte. Mmh. avec Aloïse, Retornaz qui a une médaille olympique, avec Lou Mourniac qui a aussi beaucoup d'expérience sur le support. Donc ouais, non, c'est hyper riche, de découvrir les supports, mais aussi de découvrir les marins qui sont sur ces supports et qui ont plein d'expériences différentes et en fait, il y a plein de choses à prendre dans tout ça. Donc après, on va faire, sa propre tambouille, mais il y a plein de choses à prendre, oui. Bon, à propos de tambouille, il y a un championnat du monde qui arrive bientôt. Oui, en effet, alors là, nous sommes le 26. Championnat du monde, commence le 7 octobre, donc on est, Ça arrive vite, hein, après donc cette, très vite. Ocean Race, Europe. Trop vite sûrement, Oui, mais au moins comme ça, tu seras moins triste longtemps. oui, c'est vrai. Non, ça forcément, ça arrive un peu vite et mon âme de compétitrice, elle aurait aimé avoir une préparation, beaucoup plus dans les clous pour ce championnat du monde. Mais là, avec Maïwenn, on a un projet qui débute tout juste. Voilà, ça fait 4 mois que Maïwenn a mis les pieds sur le bateau. Moi, j'étais absente pendant 2 mois pour faire l'Ocean Race Europe. Donc là, c'est vraiment un championnat, pour elle, pour découvrir ce que c'est et pour nous, pour fixer des axes de travail, mais on se met pas d'objectifs de résultats là-dessus. On sait que, bah, forcément, ça va être dur. Enfin, voilà, on n'est pas des magiciennes et on va rester humble face à notre préparation qui est pas voilà, qui est loin d'être idéale et en même temps, j'ai aucun regret d'avoir fait, l'Ocean Race parce que c'était génial et s'il fallait refaire, je referais la même chose. Mais voilà et du coup, dans 2 semaines, là, il y a le top départ du championnat du monde, Rappelle-moi sans où il est pression. le départ de ce championnat du monde? Cagliari, Ah oui, à en Cagliari. Suisse-Sardaigne. Ouais. Donc voilà, on y va sans pression, on y va pour apprendre. On y va aussi pour Pour fa bien s'entendre. Enfin, c'est pour former important votre équipage, là, oui. c'est ça. C'est important qu'on apprenne à se connaître, qu'on forme notre équipe et c'est des moments fondateurs comme ça qui vont nous aider à faire ça. Est-ce que tu as des modèles? Des héroïnes ou des héros? Forcément, alors, en olympisme, les modèles, c'est facile de les citer, hein. Des Camille Lecointre, des Charline Picon, Sarah Steyert, c'est facile et là, bah, je m'intéresse de plus en plus aux modèles aussi de la course au large. Bon, que je suivais depuis longtemps, hein, bien Bien sûr. évidemment, mais mes modèles seraient plutôt des femmes parce que c'est plus facile de s'identifier à elles et quand je vois les parcours d'une Sam Davis, d'une Clarisse Kremer et même d'une Violette d'Orange, bah, forcément, on se dit que c'est magnifique ce qu'elles ont accompli. D'une Amélie Grassi et cetera, c'est magnifique. Tu disais dans ton message, tu as envie que, ça inspire ce que tu as vécu. Il y a quoi derrière ce mot-là? Alors, en fait, c'est quelque chose d'assez, assez profond et tu me demandais tout à l'heure
ce que l'Ocean Race va changer en moi. Et c'est vrai qu'en olympisme, il y a quand même cette notion de concurrence qui est assez forte, où parfois on peut avoir tendance un peu naturellement à se renfermer sur soi-même d'une certaine mesure. Et en fait, de vivre ça, bah, ça donne envie juste de s'ouvrir aux autres et de donner et de transmettre. Et quand je dis: «Je veux que ça inspire», c'est, bah, que ça inspire aussi surtout les plus jeunes, quoi. Et ça donne Dit-elle du envie haut de ses juste de 23 ans, j'adore. Mais non, c'est beau. mais c'est vrai parce que, bah, quand je vois les petites là qui s'entraînent en 4-20, en 20 à Marseille et cetera et bah, c'est sûr que je suis pas voilà, j'ai que 23 ans Mais mais tu as fait beaucoup de choses déjà et tu as beaucoup d'expérience déjà. ouais et en fait, bah, on a juste envie de leur montrer, c'est possible et c'est génial de faire ça et j'ai envie de le partager, voilà, tout Elles simplement. elles t'ont déjà posé des questions? Tu as peut-être pas encore eu l'occasion de Non, non, croiser les non, non, petites enfin, encore, non, pas trop, pas trop. Peut-être que personne m'en posera, je sais pas, mais mais en tout cas, je trouve que ça peut ouvrir, la voie et montrer que c'est possible. Bah, c'est surtout ça, c'est Ouais, très possible. Un dernier petit mot, 2 peut-être, allez. Tu disais, toujours dans ce magnifique message, tu dis: «C'est pas la vraie vie, je sais, c'était une parenthèse». Alors, c'est peut-être pas la vraie vie, mais c'est quand même ta vie. c'est quand même la vie, mais c'est la vie en puissance 10. C'est, alors je dis: «C'est pas la vraie vie» déjà parce qu'avoir une opportunité comme celle-là, franchement ça tombe du ciel, quoi. Mais, je Ouais, ou c'est parce qu'il y a un titre de championne du monde aussi qui fait que, ouais, voilà, tu sors du lot aussi, c'est ce que tu ouais, disais? mais je sais que c'est pas normal et qu'il y a plein de filles qui font de la course au large et cetera et qui mériteraient peut-être plus cette place-là que moi. Bon, au final, bah, c'est tombé sur moi, donc je suis hyper heureuse et j'ai vécu l'expérience à fond. Mais je sais que, il faut rester humble face à ça et que voilà, c'est enfin, pour avoir une opportunité comme ça, si je veux le refaire un jour dans ma vie, il va falloir le construire et heu et c'est pas enfin, rien n'est acquis, quoi. Il faut vraiment travailler pour avoir ces choses-là aussi fortes. C'est un peu ça que je veux dire, dans le sens où si, c'est la vraie vie, mais voilà, c'est pour moi, c'est un peu, c'est fou, c'est complètement fou. Mais c'est complètement génial. Ouais, Un dernier petit mot, le rêve? Le rêve, des prochaines, années, le rêve c'est des quoi? prochaines années, alors être, championne olympique à Los Angeles, Oui, très bien, voilà, très bien. en 2028 et Mmh. puis, faire un Vendée Globe en 2032. Très C'est bien. peut-être un peu tôt, c'est peut-être un peu tôt, mais C'est noté alors, sur l'agenda. si tu peux couper ça pour que ma mère ne l'entende pas. Ne vous inquiétez pas madame, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je rigole, un petit clin d'œil, à mes parents, mais c'est aussi, beaucoup grâce à eux qu'on est là. Quand je dis «on», c'est mon frère et ma sœur et ils ont pour beaucoup là-dedans parce qu'ils nous ont toujours, accompagnés, mais en même temps, ils nous ont jamais mis la pression et on a été libre de faire ce qu'on voulait et de construire notre vie, comme on avait envie. Donc voilà, petite, dédicace à eux. Et ben, on va rester sur cette très jolie dédicace Manon. Merci beaucoup d'avoir passé, tout ce temps avec nous pour Navigante. C'était génial de pouvoir, échanger avec toi Avec plaisir. et bon, tu vois, ça s'est bien passé. Il y a pas eu de questions désagréables ni pièges, Parfait. hein. Merci beaucoup. En tout cas, on va te souhaiter un magnifique, championnat du monde. Même si c'était un championnat du monde pour, voilà, pour se trouver, pour, se fabriquer une équipe, pour retrouver des sensations, et retrouver, les joies de la régate, entre des bouées. En tout cas, on te souhaite de vraiment bien en profiter. On va te souhaiter une belle route pour, on l'espère pour toi, jusqu'à Los Angeles en 2028 et puis, bah, qui sait sur les pontons à Lorient, je ne sais où, hein? Hein? Parfait. Parfait, bah, merci beaucoup Hélène, c'était un super moment qu'on a passé et puis à bientôt. Et bah, à bientôt, avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.